sous forme justement de table ronde, pour laquelle justement je présentais juste 2 slides d'introduction, et puis j'inviterai par la suite les experts de me rejoindre ici sur scène. Alors, alors la table ronde est intitulée justement Serious Game and Internet of Things, ou Internet des objets. Peut-être une introduction rapide ou bien définition rapide de ce que c'est Internet des objets. Pour moi, c'est l'interconnexion en fait de devices, d'objets qui ont une capacité justement de sensing, qui peuvent capter des informations. Ils ont aussi des capacités d'action et surtout une capacité justement de communication. Ils sont capables justement de mesurer des choses, de remonter justement ce qui a été mesuré quelque part sur une unité de calcul pour des traitements, et après, ils peuvent recevoir justement des ordres de commande afin de réagir ou interagir avec justement d'autres systèmes ou d'autres humains. Alors, l'Internet des objets, c'est vraiment l'interconnexion de ces objets connectés. Peut-être quelques exemples pour nous d'objets connectés. C'est tout ce qui est wearable, sont des objets connectés. D'après une étude de Gartner, en 2025, on aura près de 50 milliards d'objets qui sont connectés. C'est des objets qui sont en quelque sorte un peu conscients de leur environnement. Ils vont capter des informations de leur environnement. Ils vont relier ces informations-là sur le cloud ou sur des unités de calcul. Puis après, ils sont surtout capables justement de recevoir des informations sur d'autres objets. Alors l'idée maintenant qu'on s'est dit, on a commencé quelques projets là-dessus, c'est comment en fait utiliser justement cet Internet des objets, ce paradigme, ce nouveau paradigme qui est stimulé par la communication et la connectivité, comment utiliser en fait pour enrichir en fait les jeux, pour enrichir l'expérience utilisateur ou joueur dans un jeu sérieux ou pas. Et puis, on va essayer justement d'adresser quelques questions avec cette table ronde. Justement, l'interaction ici dans le gameplay, dans le jeu, est un aspect très important. Et puis, on va peut-être essayer de voir ensemble comment on peut améliorer la user experience ou bien player experience avec justement cette connectivité-là. Est-ce qu'on peut imaginer justement des environnements hybrides de jeux? On a vu tout à l'heure justement avec Stéphano que c'est possible. On va marier justement le physique et le virtuel pour augmenter, pour atteindre un objectif et aussi augmenter la perception ou bien l'expérience de l'utilisateur. Utiliser peut-être de nouvelles formes d'interactivité, d'interaction, d'interface, afin d'améliorer cette expérience joueur ou utilisateur. Et puis, comment imaginer justement des environnements interconnectés avec les services, avec les gens, avec les personnes, afin justement de créer de nouvelles formes de jeu, de nouvelles formes justement d'interactivité. Puis pour débattre justement de cette question, on va inviter justement les experts de tout à l'heure, les mêmes. On doit switcher ou bien le slide, je veux dire. Je te laisse. Je ne suis que facilitateur. Alors, peut-être pour amorcer la discussion, merci René. Je vais commencer, je préparais une question provocatrice. On a l'impression, effectivement, maintenant qu'avec la réalité virtuelle et tout ça, on essaye toujours maintenant d'isoler le joueur dans un monde, l'immerger dans une situation où il est complètement coupé justement du monde réel. Est-ce que c'est vraiment la bonne piste à explorer pour le futur du jeu? Alors, réalité virtuelle, d'accord, on est dans un monde virtuel qui ça pourrait être détaché du monde réel, mais par exemple, on a des expériences de jeu dans lesquelles on essaie de faire, par exemple, la salle de gym du futur. Et dans ces cas-là, en fait, on a des objets interconnectés. Et dans ces cas-là, on cherche que ce soit les joueurs dans une salle de gym à utiliser des vélos connectés pour améliorer ses performances et s'amuser quand il est dans la salle de gym. Il ne doit pas rester, je ne sais pas, 40 minutes à pédaler dans les vides en fixant un mur blanc, mais en ayant quelque chose de plus intéressant. Donc, réalité virtuelle n'est pas forcément déconnectée quand même de la réalité, mais peut augmenter la réalité. Peut-être effectivement
la réalité virtuelle a ses risques. Il y a de plus en plus, la technologie n'est pas là encore à 100%, mais des applications de réalité augmentée dans lesquelles on commence à mélanger effectivement les réels et les virtuels pour avoir quelque chose de plus. Il y a Stéphane encore qui veut enrichir. Oui, Ouais. j'aurais tendance à répondre par une provocation en disant mais qu'est-ce que c'est que la réalité, hein? Parce Tu le que diras. quelque part, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle que je vais annoncer à tout le monde. Vous êtes né dans votre tête et vous allez mourir dans votre tête et vous aurez vécu dans votre tête toute votre vie. La seule chose qui aura changé, c'est simplement les sens et puis les informations qui sont arrivées sur votre cerveau. Ça peut paraître un petit peu choquant comme ça, mais c'est ça la réalité. Ce que vous allez avoir au niveau des médias, au niveau de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, en fait, ça sera simplement une réalité changée. Ceux qui pensent, par exemple, que ah oui, un jour on va partir dans les étoiles, mais en fait, il n'y aura pas lieu de. On aura tout sur place. Le seul petit problème, c'est les ressources. Mais voilà, c'est un autre débat, je pense. Il y a Yacine qui voulait intervenir. Oui, merci. Moi, je voulais dire que cette tendance de combiner le réel avec le jeu, ou d'introduire dans le jeu un aspect réel, un aspect de la vie, c'est quelque chose qu'on a commencé à explorer depuis des années. Et ça a eu un essor, surtout avec la géolocalisation. C'est la tendance la plus apparente de jeux qui essaye de combiner la réalité et le jeu. On a fait des jeux de concours et de pistes et de quêtes, mais en mélangeant le positionnement réel avec les jeux. Mais moi, je dis, c'est toujours comme ça. On est en train de parler d'Internet of Things. C'est une capacité de capture d'informations et d'agissement et de communication et de connexion avec l'environnement qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est un contexte nouveau et inévitablement, ça va créer des nouveaux types de jeux, comme justement les jeux géolocalisés ou les jeux en immersion. 30 ans en arrière, on n'avait pas l'immersion, on avait un écran, et en plus, si on peut parler d'écran. Maintenant, on a l'immersion. Donc, en fait, les challenges introduits dans les jeux et les scénarios et les mécanismes de jeu s'adaptent aussi au progrès technologique. Et donc, avec cette mode des Internet of Things, nécessairement, il y aura des jeux qui vont profiter de cette grande capacité d'être en connexion directe, rapide avec le monde réel. Donc, voilà, on a vu donc les jeux géolocalisés, mais moi je pense que dans quelques années, on va commencer à avoir les jeux avec des vêtements connectés, avec les retours de force, avec des capacités d'interagir avec l'environnement qui est vraiment supérieur à ce qu'on a maintenant. J'aimerais juste terminer aussi par une chose, c'est que pour donner aussi un exemple, 30 ans en arrière, des challenges qui actuellement sont devenus classiques, comme par exemple la sociabilisation, le dialogue, c'est quelque chose qui n'était même pas dans le domaine du jeu il y a 20-25 ans. Mais maintenant, avec les jeux sociaux, les jeux de rôle, les jeux massivement multijoueurs et tout ça, la sociabilisation, le dialogue, l'interconnexion, l'échange d'informations sont devenus des challenges et des facteurs d'amusement dans les jeux eux-mêmes. Donc voilà, on s'adapte à la technologie, on s'adapte ou bien on suit la technologie, on est un petit peu tiré et il faut qu'on soit créatif et ça va venir, c'est sûr. Très bien. Oui, Florence. Just, yeah. No, just go ahead. You just reminded me of a specific kind of game when you were talking about these new kind of games that are emerging. Does any one of you own a Nintendo DS? Very well. You maybe know the Street Pass feature where you actually walk around with this little device in your pocket and then you actually meet people from other countries and then you exchange these little puzzle parts. And Nintendo also has started to make a whole series of games about these encounters with other people. So you actually have to go outside and meet other people with this device in order to progress in the game. I think that is one of the examples that are coming up. So we are not only connecting devices to people, but people to people also, yeah?
Thank you. Another project we're developing in my school is transforming art books. So we had a mixture of art books and games. So we asked our students to produce numeric books and to integrate in the book a part of gaming. This is a new way to learn, but also a new way to integrate the reader, le lecteur, d'intégrer le lecteur dans l'ouvrage. Et certains de ces livres, on leur avait donné comme objectif aux étudiants de faire une déambulation, un lien avec une déambulation dans l'espace réel. Donc ils pouvaient intégrer aussi, c'est l'idée que le livre va être transportable avec un smartphone. On va peut-être plus lire chez soi à la maison, mais on va peut-être lire dans un parc, dans une ville, de sortir certains éléments anciens de leur cadre habituel, la bibliothèque, la maison. Et puis de montrer que les jeux vont changer aussi le rapport qu'on a à d'autres pratiques, comme la lecture par exemple. Très bien. Maybe René, and it is a target question to you. In this mixture of reality, physical and virtual, how does it impact the user experience or the player experience, in your opinion? Yeah, I think first the Internet of Things is this here, of course. Yeah. This is the thing that is, and this is even a Turing machine. You can do everything with it. Who of you ever bought a wearable thing like a cloth that is connected to internet or something like this? Because the problem is always with this thing, how you can use it. I have to take it with me, and this is the last thing that I think. I think it's not so a bright future for the Internet of Things. But to your question, I think one of the problem with augmented reality and things like this is that we saw a lot often in the first thing you see is experiments in arts, or media art and things like this did a lot before we had GPS game, a lot before we have Internet of Things. They did something. But with the Internet of Things, I think there was a lack of, or augmented reality, there was a lack of games in arts, also in real art, not game art or something, real art. And I think it's one of the problems that it seems that there's a bright future for augmented things or mixed reality things, but at the end is the question how you use it, how complex it is, and things like this. Therefore, I'm a little bit skeptical. Yes, Inya. J'aimerais ajouter une chose aussi, c'est qu'avec l'Internet of Things, comme j'ai dit, la chose la plus intéressante, c'est qu'on dispose de données. L'Internet of Things, à la base, c'est d'interconnecter des capteurs en général. Alors, ces capteurs, ça peut être des capteurs transportés par l'humain, mais ça peut être des capteurs enfouis, ça peut être des machines, ça peut être de la domotique, ainsi de suite. Tout le monde sait qu'exploiter des données, c'est fastidieux, si c'est destiné aux professionnels, ok. Mais si c'est destiné à l'utilisation usuelle, ça devient en général un processus fastidieux d'avoir beaucoup de données et de ne pas savoir quoi faire avec. De ce fait-là, il y a maintenant beaucoup de jeux qui sont de plus en plus développés, des serious games, c'est pour l'exploitation de ces données-là. Et on voit une émergence maintenant de projets comme par exemple dans les projets qui permettent des serious games pour une meilleure utilisation de l'énergie, une meilleure utilisation des ressources, une meilleure utilisation de l'eau par exemple. René va présenter un projet après, je pense, projet Imomo sur la gestion de l'eau. Donc voilà, il y a beaucoup de serious games qui essayent d'exploiter cette quantité énorme et intéressante de données capturées par les Internet of Things, mais de la rendre un petit peu plus digeste pour l'utilisateur commun. Et ça peut être un des rôles des serious games, c'est de, comme j'ai dit, vulgariser, rendre plus digeste une quantité d'informations énorme, permis mais actuellement par la technologie, mais pas encore digeste pour l'utilisateur. Très bien. Peut-être maintenant une question plutôt à Stefano, parce que tu as présenté un projet assez intéressant où il y a effectivement cette dualité ou bien ce changement entre le jeu virtuel sur le téléphone mobile, puis l'activité physique, en fait, aller se promener en ville ou bien aller faire des marches et puis aller choisir peut-être de food, et puis après revenir justement dans le jeu. Cette boucle-là entre justement le virtuel et le réel, quels sont les majeurs obstacles que vous avez rencontrés dans le développement du concept? Alors, il y a plusieurs obstacles. Donc, une première chose qu'encore on n'a pas résolu totalement, c'est comment éviter que l'utilisateur triche.
Alors, nous sommes partis pour une approche aussi plutôt psychologique, disons, parce qu'en fait, nous savons que si nous avons une communauté qui travaille sur la même tâche, tu as tes copains à côté de toi qui regardent ce que tu fais. Donc, si tu triches, les autres disent ah, tu as fait de bons points, mais tu es en train de tricher. En plus, là, on travaille sur un domaine qui c'est la santé. Donc, ce qu'on va aussi apprendre à l'utilisateur, c'est que celui, il triche, il peut gagner dans le jeu, mais il n'est pas en train de gagner pour lui-même. Peut-être qu'il a des points en plus dans le jeu, mais il n'est pas en train de gagner. Donc, une fois qu'on donne cette connaissance à la base à l'utilisateur, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant qu'on a. En plus, nous sommes, pour revenir à la question, notre difficulté c'était partir sur les technologies à utiliser en plus parce que nous faisons effectivement la détection du comportement de la personne et ça ne suffit pas à les smartphones. Donc un des partenaires c'est XM, donc ici à Neuchâtel, qui en fait il développe des technologies Internet of Things. Donc nous avons un bracelet qu'on développe pour les projets. Nous avons aussi des t-shirts sensorisés. Mais là, les défis, encore une fois, c'est comment on oblige l'utilisateur à les utiliser. Et donc, effectivement, là, c'est intéressant de faire aussi un design des objets pour l'utilisateur. Donc, pas avoir un bracelet comme Fitbit, qui c'est peut-être joli pour une personne de 30 ou 50 années, mais faire aussi le design d'un objet qui c'est intéressant pour un teenager, avec lequel il peut arriver à l'école, faire quelque chose de cool, d'intéressant. Par exemple, il peut les taper avec ses copains pour avoir une interaction amusante. Donc, effectivement, c'est des obstacles qu'il faut bien traiter avec. Très bien. Moi, j'aimerais bien peut-être donner la parole au public à ce stade de la discussion. Alors, on avait entendu justement connexion, interconnexion, pas seulement de machines, mais aussi de people, hein, des gens, des environnements connectés, même des personnes qui sont augmentées avec des capteurs et autres. On a parlé effectivement de jeux géolocalisés, le City Games notamment, et puis effectivement une interaction hybride virtuelle et physique. Qu'est-ce que ça vous dit en fait, tous ces termes-là? Et si vous avez peut-être, comme on a dit tout à l'heure, une pensée divergente, ça peut enrichir effectivement le débat. Ouais. Micro. Je suis le soundkeeper. Bonjour. Ouais. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, ça me fait un peu peur, toute cette technologie de temps en temps, parce qu'on a bossé sur une expo pour un musée, et l'idée, c'était d'amener de la technologie pour ramener encore plus d'informations. Et puis, nous, on s'est fait plutôt la réflexion à l'inverse. C'était plutôt que d'amener encore les gens à sortir leur téléphone quand ils vont dans un musée pour visiter une exposition. L'idée, c'était plutôt de leur permettre de lâcher les téléphones et puis leur donner un truc papier au final. Donc moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'à force de rajouter de la technologie, rajouter des trucs connectés partout, est-ce qu'au final, on ne va pas arriver à un point où la personne sera surchargée de tout ça? On peut répondre et après, ouais. Disons que pour moi, en fait, la question ne se pose pas vraiment. Que ça soit du papier, peut-être qu'il y a 3000 ans en arrière, on aurait vu le papier, on aurait été là, mais c'est horrible, quoi, ce truc-là, puis on n'est plus ensemble. Puis là, on regarde un iPhone, puis on se dit, oh là là, mais on n'est plus ensemble. En fait, non, on est beaucoup plus ensemble avec l'iPhone ou un autre smartphone. Je dirais, à grand pouvoir, grand devoir. Vous avez une technologie, quel que soit le niveau de technologie, qui va vous apporter un pouvoir. Va falloir équilibrer, faire attention, effectivement, avec, parce que autant on peut utiliser pour quelque chose de très positif, et on peut aussi l'utiliser de façon aussi très négative. J'avais un ami d'ailleurs qui m'a posé la question tout à l'heure, mais finalement, là on dit, ouais, le Serious Game, c'est génial, il n'y a que des trucs positifs. Mais je peux vous dire aussi que c'est sûr, c'est un énorme pouvoir et un énorme potentiel d'un côté comme de l'autre. Très bien. Yacine, oui, et après René. Trois petites réponses. La première, c'est que, comme a dit Stéphane, ça c'est la question perpétuelle. À chaque fois qu'il y a une technologie, est-ce qu'elle est en train de changer notre vie dans le bon sens, dans le mauvais sens?
Bon, il n'y a pas de vraie réponse. Moi, par exemple, j'adore encore prendre un livre et le lire plutôt que d'aller voir un film sur YouTube. Mes enfants préfèrent l'inverse. Mais encore une fois, moi je dis la technologie, elle m'a permis sur mon iPhone de ne pas avoir l'obligation d'éteindre la lampe le soir parce que maintenant je lis mais sur mon iPhone, par exemple. Hein. Donc ça peut, après c'est une question d'utilisation, mais ce qu'il faut savoir, si on veut rester pragmatique, une réponse à votre question, je pense le mot-clé c'est l'intrusion. Toutes ces technologies-là, ils ont un degré d'intrusion. Et en général, lorsque la technologie n'est pas encore mûre, comme par exemple tous les devices haptiques maintenant, on n'est pas encore dans un progrès qui permette d'avoir une intrusion faible. On a encore une intrusion très forte. On doit porter des gants difficiles à porter, ça coûte très cher, les résultats sont médiocres. Bon, ça c'est le début. C'est aussi la même chose dans la technologie tactile il y a 20 ans et dans les réseaux il y a 30 ans et ainsi de suite. Je pense que quand la technologie wearable, flexible, les capteurs, la connectivité, les devices haptiques, quand tout ça va devenir mature dans le sens rapport added value, qualité, prix et intrusion, si le tout devient intéressant, la question ne se posera plus parce que vous pouvez à ce moment-là ne pas être conscient d'utiliser une technologie et vous pouvez vous promener dans votre musée et profiter et avoir un maximum d'informations que vous ne pouvez pas accéder autrement sans aucune intrusion et sans avoir l'air d'être un geek ou de manipuler la technologie. Donc voilà, il y a une question de maturité qui va conditionner l'intrusion qui, elle, va plutôt répondre à la question. C'est ma vision. Pardon. I think there's one of the biggest theories ever. It's from Marshall McLuhan. It's the extension theory. He says that you have extension. Our technology is an extension of us. You have things like this. And it's interesting that the iPhone is not anymore an extension. It's something you have to have. Oder? And if it's not there, it's something you miss. We all also in this sphere think with this extension. Oder? If you know how to phone, you can reach someone. And I think it's a very interesting thing to make this amputation with people and to say, okay, now you have half an hour, you have to think other. Also you have to think with other extensions that are not anymore there. Therefore, I think it's very important to do things like this. And my answer to this before is paper. If I had to fix something for the next 10 years that someone could read it, I would write it on a paper and not on Dropbox and not even if NSA all this collects. But therefore, I think it's a good thing to make this amputation and to have this because we are really driven by the Internet of Things that is introduced here. If you know Foucault, this is a dispositive of might. Huh? Other question? Yeah. Merci. En fait, je voudrais contredire René. Parce que, c'est une pensée divergente, c'est bien. Ouais, en fait, je pense que pour rejoindre Yacine, la problématique est vraiment une question de physique. Jusqu'où ça m'enquiquine d'utiliser l'objet. Le jour où je pourrais avoir une puce sur moi qui fait 1 mm² et qui me permettra de faire tout ce que fait mon iPhone par l'intermédiaire de mes lunettes avec un device qui réagit à la voix et à mon mouvement des yeux et que j'aurai plus de device physique, j'aurai plus le problème de l'amputation de l'iPhone. Parce que ce n'est pas l'iPhone qu'on ampute, c'est mon carnet d'adresses. Quand j'avais 15 téléphones à retenir, j'y arrivais. Aujourd'hui, j'ai une base de données de 25, 30, 50 mégas de téléphones dans mon iPhone. C'est pour ça que j'ai besoin d'un iPhone. Parce que j'ai besoin de ces 300 mégas de data. J'ai plus envie de m'en souvenir et je ne pourrais pas physiquement. Donc l'amputation, elle ne vient pas de l'objet, elle vient des données. Et la réalité augmentée, les premières expérimentations, c'était Xerox dans les années 60 pour réparer les imprimantes, où les gars arrivaient avec des lunettes qui n'étaient pas beaucoup plus grandes que celles qu'on a aujourd'hui.
Et ça leur mettait leur superposé à la machine en live, tu dois ouvrir telle porte, tu dois retirer tel cylindre, etc. Simplement pour diffuser sur les lunettes ce type d'information, il fallait 2 armoires téléphoniques. Et donc, ça n'a pas décollé parce que c'était physiquement impossible. Mais aujourd'hui, le jour où on vous propose des Google Glass qui ont les compétences informatiques en termes de calcul d'un iPhone, moi, je pense que là, on aura passé un grand stade parce qu'on n'aura plus l'amputation vu qu'à l'heure actuelle, on a l'iPhone qui est quand même un gros jouet, hein, c'est un gros bébé. Mais on tend vers la dématérialisation de cet objet. Et c'est là où, à mon avis, l'amputation, elle peut venir des données, mais pas des devices. Le device, il est totalement annexe pour moi. Très bien. Just here. Et un petit commentaire. Mais bien sûr, ouais. Je pense... Ah. Mais le temps que ça arrive... Yeah. You are doing lobbying, Vous René, êtes en hein? souffrance, donc... Yeah. Ça, c'est pour nous. Hein. Non, merci. Je voulais à mon tour contredire Sam. C'est pour ça, René, il a insisté. Hein. C'est pour ça, en faveur de René. Non, je pense, n'oublions pas la relation à l'objet. L'homme a quand même besoin d'une relation à l'objet, quel qu'il soit sur toute. Il y a des projections affectives, ça va du nounours au caillou avec lequel on joue sur la plage. Il y a quand même cet aspect physique ou de HMI, donc de l'interface. Ça ne peut pas être l'objet physique, mais l'interface avec lequel on établit une sorte de relation rituelle d'utilisation qui, peut-être les nouvelles générations qui se basent sur les images, oui, mais il y a encore beaucoup de gens... Mais il y a quand même la relation à l'objet qui est ancestrale. On prend juste une question du public. Just a second, I would answer with Star Wars. In Star Wars, there is the sentence, take off your lenses and see your head and see your reality. Oder? And at the end, in this world, there will be no poor people, nothing anymore, because you will not see it through your glasses of Google, because it never rains in California. OK, on prend une intervention ici. Et pour finaliser, il y a la relation à l'objet, mais n'oublions pas qu'il y a la relation à l'humain. Et la question que je me pose, c'est qu'on défend beaucoup que les nouvelles technologies rassemblent, rapprochent, mais mon regard soignant m'amène à me questionner, est-ce que finalement il n'y a pas le contresens? Est-ce que les personnes ne se retrouvent pas de plus en plus isolées dans un monde virtuel et s'éloignent finalement de l'humain? Nous, dans le monde des soins, ce qu'on vérifie quand on prend contact avec les professionnels du terrain, c'est qu'une des critiques sur les nouvelles technologies, c'est que cette interface est finalement devient à un moment donné presque une barrière entre le patient et le prestataire de soins. Donc, je pense que le garde-fou doit exister aussi. Ça peut rapprocher comme ça peut éloigner aussi. Deux remarques et après on donnera la parole de clôture à Stéphane. C'est juste un élément de réponse à cette question, c'est que moi j'aimerais aussi dire à ça, c'est que l'avantage de la technologie, c'est qu'elle vous permet de faire quelque chose, mais elle ne vous oblige pas de le faire. Ça veut dire que le fonctionnement classique, personne ne nous oblige, si la technologie est là, à ne pas l'avoir. Jusqu'à maintenant, on lit encore des bouquins dans le métro. Ce n'est pas tout le monde qui a leur smartphone à la main. Donc, la technologie, elle vous donne le plus. Après, c'est une question d'utilisation. Et si la technologie s'impose, c'est qu'elle vient répondre à des besoins. Et l'autre chose aussi, c'est que les besoins aussi diffèrent selon les générations. J'ai apprécié, c'est pas parce qu'il est allé dans mon sens, mais il a pas, non, pas du tout ça. Mais il a dit, la relation n'est pas avec le device, elle est avec la fonctionnalité du device. Je suis d'accord qu'on peut être en relation aussi, même parfois charnelle, avec nos objets, nos gadgets et tout ça. Mais ce qui compte, c'est surtout le service. Par exemple, moi, j'ai vécu dans un temps où donner un coup de téléphone à quelqu'un juste pour lui dire d'amener une baguette ou où est-ce que tu es, ce n'était pas imaginable. Donc jusqu'à maintenant, je ne me sens pas amputé si je ne peux pas le faire. Mais mon fils, il ne peut pas s'empêcher d'appeler son copain juste pour vérifier l'orthographe d'un mot, parce qu'il est né avec cette fonctionnalité-là qui est tellement accessible que c'est devenu culturellement le minimum, le masse. Donc voilà, il y a ce niveau de service
que la technologie vulgarise, rend accessible, banalise, et après, de génération en génération, ce qui était un luxe devient un must, et ainsi de suite. Mais après, rien ne nous empêche de revenir comme les gens qui, jusqu'à maintenant, préfèrent un 2 chevaux à une Mercedes classée, quoi. Est-ce que c'est possible? C'est Florence qui va nous dire peut-être. Moi, je voulais faire le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur les Senior Technologies, parce qu'il y avait la Fondation de la Côte, la Fondation de soins, qui avait, il y a 2 ans, a présenté un projet de domotique pour les personnes âgées, donc de contrôle, entre guillemets, des appartements, pour voir si la personne tombe au sol, si elle reste au sol plusieurs minutes, voire plusieurs heures, si elle ouvre son frigo, si elle mange. Donc plein d'éléments qui permettaient de voir s'il y avait un gros problème à la maison. Et l'intérêt, je trouvais, de cette enquête de terrain qui avait été faite, c'était de voir que les utilisateurs étaient très frustrés de ne pas pouvoir communiquer avec les gens qui surveillaient le système. Ils avaient envie de plus que d'être surveillés, ils avaient envie de plus que de la sécurité, ils avaient envie de pouvoir parler. Donc parfois, ils faisaient des alertes bidons, entre guillemets, pour pouvoir parler avec la personne qui était à l'autre bout. Donc je suis entièrement en lien avec ça. C'est attention, gardons l'équilibre entre surveillance et capacité d'expression, d'appropriation des systèmes par l'individu. Ouais. Et là, je trouve que c'est très important de vraiment prendre en compte aussi le besoin de la personne qui n'est pas forcément celui qu'on imagine. Peut-être que pour eux, la sécurité était moins importante que le contact social. Ouais. Très Voilà, bien, ça sera le mot de la fin de contenu de cette session-là, qui est un débat qui a nécessité pas mal d'intérêt, pas mal de discussions. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Stéphane pour clôture la matinée. Et nous annoncer peut-être le lunch, c'est ça? Oui, alors merci à tous, merci Nabil, merci pour votre intervention. Et je tiens à remercier une personne en particulier qui est ici présente, c'est Sam Rossetti, qui est là. Lève-toi. Parce que sans lui, personne ne serait là. C'est lui qui est à la source de tout, c'est lui qui a énormément organisé. C'est aussi sa société Contreforme qui a fait la maquette et un super boulot. Donc un grand merci et j'aimerais qu'on l'applaudisse tous pour ça. Et puis ben voilà, bon appétit à tous et on se retrouve dans quelques minutes. On a un petit peu en retard. Donc pour ceux qui sont accrédités, il y a un buffet de sandwich juste derrière. Pour les autres, il y a des sandwichs en vente au bar. Ce qu'on vous propose, c'est quand même de rester avec nous, d'où l'idée des sandwichs, comme ça on grignote ensemble. Ce que je propose pour qu'on puisse aussi un peu mettre la main à la pâte, c'est qu'on aille chercher notre pitance, nos verres, et puis qu'on se retrouve dans la salle des démos, parce qu'on a 9 démos de Serious Games, donc, dont on a parlé ce matin et dont on parlera cet après-midi, qui sont là-bas et auxquelles qu'on peut tester. Alors je vous propose qu'on se retrouve, et demain aussi, c'est vrai. Donc je vous propose qu'on va chercher nos sandwichs, etc. On fait nos petites affaires et puis on se retrouve au premier étage des arcades, juste en face à 25 mètres.